situation-là, même à ma modeste place, j'ai tout intérêt à l'éviter. Donc voilà comment je pense que un ensemble de représentations et de documentation sur ces horizons même lointains peut aider, y compris à de la mise en action sur des horizons beaucoup plus courts et en matière d'atténuation, alors que je vous avais dit que je vous parlerai que d'adaptation. Alors nous sommes dans un pays doté d'une expertise scientifique qui a été brillamment illustrée au cours des précédentes journées, et c'est intéressant pour le monde agricole de mesurer ce que lui apporte ou ce que peut lui apporter cette expertise scientifique. Alors on a effectivement, voilà, il y a beaucoup de matières grises dans notre pays, en agronomie, en zootechnie, en génétique, il y a tout un tas d'exemples qui ont été donnés ces dernières heures. Il y a vraiment une abondance de production scientifique sur la thématique du changement climatique. C'est monté en puissance extrêmement vite. Dans le monde agricole, porté au tout début par les instituts techniques d'ailleurs, Arvalis notamment, la première grosse production sur impact du changement climatique sur l'agriculture française, ça a été 2009, le premier gros projet qui est sorti. Et 2010, Climator, si ça dit quelque chose à quelqu'un, même chose, piloté par l'INRAE, Météo France était dedans, Arvalis, les chambres, etc. Donc on a une production scientifique très volumineuse, très importante, qui a été illustrée à plusieurs reprises au cours de ces universités d'été. Pour des organisations telles que les nôtres, bon, l'abondance ne nuit jamais, mais j'ai beaucoup parlé de viticulture, alors je ne vais pas dire qu'elle nous enivre, mais elle est difficile à relayer, à assumer, à digérer, à transférer. Pour nous, c'est une véritable difficulté. On n'a pas collectivement, même toutes organisations confondues, les moyens de passer à la moulinette, d'adapter, de faire la pédagogie qu'il faut, sur tous les travaux scientifiques, rien que dans ces domaines-là. Il y en a 10 fois plus que ce qu'on est capable de digérer. Donc ça, pour nous, c'est une véritable difficulté, et je dirais, ça peut même susciter une sorte de sentiment de frustration que de ne pas pouvoir relayer tout ce qui pourrait être relayé. Et on ne prétend même pas, nous, dans le développement agricole, être forcément les seuls à être en capacité de dire ce qui doit être lié et pas relayé. Hein. Mais je voudrais quand même vous faire un petit développement sur cette chose-là. Alors ça, c'est une autre zone viticole. J'ai une petite passion pour la viticulture en ce moment, ça me passera, ne vous inquiétez pas. Moi, mon parcours initial, c'est plutôt grande culture. Comme quoi, on peut mal tourner. Donc, autre petite zone viticole d'importance secondaire, on est dans le Bordelais, c'est le périmètre Saint-Émilion. Et dans le cadre d'un projet qui s'appelle Adviclim, dont peut-être 5% des conseillers viticoles des chambres d'agriculture françaises en France ont entendu parler, hein, c'est pour vous témoigner de cette difficulté du transfert, dans le cadre d'un projet qui s'appelait Adviclim, il y a un travail qui a consisté à analyser l'effet de la topographie, donc au sens altitude et orientation, de cette zone qui n'est pas une zone de haute montagne, hein, on parle du Saint-Émilion, sur un stade phénologique particulier en viticulture qui est la véraison. Et vous voyez que sur un vignoble comme ça, où ces effets-là sont a priori relativement modestes, on a un écart de 10 jours sur les dates de véraison, donc vous avez des écarts encore plus importants au sein de ce vignoble-là, sur des dates de vendange, etc. Dans des actions d'adaptation au changement climatique où toutes ces questions de phénologie sont extrêmement importantes, on pourrait se dire que... Alors, il y a deux options. On peut se dire soit ça n'a aucun intérêt, bon, on oublie. À ce moment-là, moi je me dis pourquoi on a fait ça. Soit on se dit c'est plutôt d'intérêt, au premier niveau ce serait plutôt ma lecture. Et moi ma question est pourquoi on n'a pas aussitôt après couvert tous les vignobles français avec un travail de ce type-là. Donc vous voyez, on est toujours dans ce questionnement, comment valoriser ces travaux davantage. Alors après, on peut réfléchir à des questions d'organisation, cette notion de transfert, hein, il y a même des structures de ce type-là qui ont été fondées à une époque, dans lesquelles les chambres d'agriculture étaient impliquées. Après, il y a des organisations qui considèrent, et à juste titre, qu'elles font du transfert entre recherche et développement agricole, hein, c'est typiquement le cas des instituts techniques, mais peut-être que sur le sujet de l'adaptation au changement climatique, peut-être que la notion de transfert de la recherche vers
le monde agricole, peut-être qu'il doit être réinterrogé. Donc je vais accélérer. Il y a un deuxième point qui est important à mes yeux, c'est la présence dans notre pays d'une connaissance climatique, climatologique. C'est une discipline qui était peu présente dans nos milieux. Nous, on était beaucoup portés sur la météo, le Conseil supérieur de la météorologie, agrométéorologie, et le climat est arrivé, bien sûr, comme un sujet majeur, et avec un concept qui est celui des services climatiques, qui a consisté à mettre gracieusement à la disposition de tous les acteurs socio-économiques des contenus sur le changement climatique que Jean-Michel a beaucoup utilisé tout à l'heure. Ça, c'est un atout majeur qui nous permet d'analyser sur des territoires avec des mailles extrêmement fines, que vous voyez ici, les fameux 8 km dont a parlé Jean-Michel il y a 2 jours, département d'Indre-et-Loire ici, qui nous permet d'analyser des évolutions climatiques sur des mailles géographiques extrêmement fines, et d'aller interroger, allez, je vais prendre le deuxième, des choses de ce type-là, toujours en viticulture. On s'intéresse aux conditions thermiques au moment des vendanges. Ce sont des courbes qui décrivent par voie de modélisation des moyennes trentenaires de température maximale journalière entre 1er août et fin septembre. Donc vous pouvez considérer qu'autrefois on faisait des vendanges sous des conditions de l'ordre de 22 degrés en moyenne trentenaire l'après-midi, ce sont des températures maximales journalières, avec des vendanges qui avancent d'une quinzaine de jours au milieu de siècle. On a des conditions thermiques de 26 degrés l'après-midi en moyenne, on se situe ici à Tain, à l'Ermitage. Et en fin de siècle, pour un scénario d'émissions de gaz à effet de serre RCP 4.5, donc milieu de gamme, on a des conditions thermiques qui montent à 30 degrés, mais davantage en lien avec la précocification de la date de vendange qu'avec l'augmentation thermique, qu'en raison de l'augmentation thermique elle-même. Donc vous voyez qu'on peut aller dans des analyses extrêmement fines d'un certain nombre de faisabilités ou d'infaisabilités de pratiques agricoles. Et cette analyse, ce travail d'analyse et de valorisation des projections climatiques, dans le réseau des chambres d'agriculture, on l'a structuré, déployé, organisé au travers d'un outil qui s'appelle Climat 21 pour climat et agriculture au XXIe siècle, et qui a été déployé jusqu'à présent dans 67 chambres départementales d'agriculture. Bon, je vais accélérer un petit peu. Il y a un autre pilier qui pour nous est très important en matière d'accompagnement des agricultrices et des agriculteurs, ce sont les dimensions de formation, d'information. Alors l'information, elle est déjà très structurée, la formation du monde agricole, elle passe au travers d'un certain nombre de canaux relativement historiques, des réunions professionnelles, il y a une presse agricole, voilà, il y a tout un tas de supports, alors qui sont très efficaces, très présents, qui structurent, qui sont très connus des agricultrices et des agriculteurs, mais je devrais presque tendance à dire que c'est un peu l'ancien monde de l'information, même si, bien sûr, les chambres d'agriculture et d'autres ont des sites internet fort bien documentés, etc. Bon. Mais en fait, on se rend compte que sur un sujet comme ça, il y a quand même 300 000 exploitations agricoles en France, ou à peu près, il faut chercher un peu une massification. Et l'exercice qui est lancé là actuellement de hackathon, porté par le ministère de l'Agriculture et les chambres aussi, je crois, d'essayer un peu de passer par des nouvelles technologies numériques, etc., pour déployer de l'information, ça peut en être une illustration. Une autre, et je vais piocher dans mon Quel climat demain dans les villes, a consisté, donc toujours alimenté par des élèves ingénieurs, à répondre aux questions de M. Fourré à Chablis, toujours, et d'autres vignerons ailleurs en Bourgogne, un certain nombre de questions sur les sujets que vous voyez là. Il a voulu être éclairé sur l'évolution du débourrement, le risque de gel au débourrement, les conditions hydriques en végétation, le nombre de jours très chauds en végétation et les conditions thermiques lors des vendanges, donc la courbe que je vous ai présentée tout à l'heure par exemple, et les élèves ont calculé un certain nombre d'indicateurs en valorisant les services climatiques dont j'ai parlé tout à l'heure, et ont pu faire un petit poster que le vigneron va très certainement afficher dans son bureau, dans son exploitation, puis il regardera de temps en temps ce que ça l'inspire, et peut-être qu'il demandera des compléments d'information que la Chambre d'agriculture de Lyon, j'espère, lui apportera avec plaisir. Et puis, en matière d'information, il y a aussi des sujets sur l'adaptation au changement climatique pour lesquels on se dit, mais est-ce que je peux en parler? En voilà un qui, pour ceux qui ont travaillé ou qui travaillent parmi vous dans le nucléaire, va aussi dire quelque chose, puisqu'on a la centrale du Blayais qui est dans ce périmètre, c'est l'estuaire de la Gironde. Voilà une modélisation du niveau de submersion
du Médoc en particulier, hein, rive gauche de la Garonne, enfin l'estuaire de la Gironde, fin de siècle, bon, je vous fais l'économie des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre, parce que sur les montées des niveaux des océans, là pour le coup il y a des inerties énormes. Bah, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes invité par l'AG de je ne sais quelle coopérative dans le Médoc? Moi, je ne présente pas ça, parce que ça, c'est la disparition d'un outil de travail. Donc, je préfère travailler sur d'autres sujets. Et donc, bah, comme d'autres, je suis soumis quelquefois où je m'impose moi-même des formes d'autocensure, parce qu'il y a des sujets que je considère comme tellement tremendous, quoi, hein, effrayants, que je préfère ne pas les aborder. Mais peut-être qu'il y a un moment, il faudra en parler quand même. J'accélère. Et pour finir, je voudrais dire quelques mots sur les organismes de conseil. Donc, bien sûr que les chambres d'agriculture ont dans leur mission celle du conseil. Le conseil, c'est l'information très opérationnelle qui va être portée individuellement ou collectivement à des agricultrices et des agriculteurs et qui va leur permettre de modifier telle ou telle composante de leur système de production dans le cadre de l'adaptation au changement climatique, même si le conseil porte tout un tas d'autres choses. Alors nous, on constate qu'il y a une demande qui se renforce, ce qui pour nous est très motivant, et qui peut même être éclairé en termes de fréquence ou de volume du conseil. Vous voyez des citations. Mais ce que nous sommes en train d'essayer de construire en partant de à peu près rien, c'est quoi le conseil? C'est quoi le conseil en adaptation? Et quand vous ouvrez le Robert, il n'y a pas écrit c'est quoi le conseil en adaptation au changement climatique en agriculture. Donc il faut inventer le conseil. Inventer le conseil en adaptation, moi je peux vous raconter une histoire d'une certaine façon, et puis mon collègue Christophe qui est là vous en racontera une autre. Donc il peut y avoir des visions différentes du conseil en adaptation. Donc on peut s'interroger sur les compétences. Est-ce que tous les conseillers agricoles et conseillères doivent faire du conseil en adaptation, ou est-ce que c'est seulement certaines catégories de conseillers? Vous voyez, donc ce sont des questions de ce type-là. Et puis souvent dans le conseil, il vous faut un outil. Vous ne gribouillez pas un machin sur un bout de papier, ou vous ne faites pas juste des discours, il faut calculer des choses. Et bien qu'est-ce qu'on a comme outil de conseil, explicitement de conseil en adaptation dans le réseau des chambres d'agriculture aujourd'hui? En Viti. Donc vous voyez, c'est lourd à mettre en place. Parce qu'il faut assembler du contenu climatique, du contenu agronomique, décrire des choses qui se passent déjà, décrire des choses qui vont peut-être se passer ou pourraient se passer, proposer des solutions de conduite technique, de vinification, etc., décrire les inconvénients ou les précautions à prendre, etc. Donc il faut un cortège de compétences que quasiment aucun d'entre nous, je me tourne vers mes collègues qui ont participé à ce projet, n'a chacun individuellement. Donc c'est extrêmement lourd à mettre en œuvre, et évidemment on souhaite pouvoir le faire dans tout un tas de filières. Et puis peut-être une petite faiblesse dans nos établissements, mais je pense qu'il n'y a pas que nos établissements qui sont soumis à ça, c'est que faire progresser le conseil dans des établissements de conseil, c'est forcément une politique, une stratégie d'entreprise, ça ne peut pas émaner que de la seule volonté des conseillers, et c'est un peu la réalité des choses. On est dans des structures dans lesquelles le management a une forte dimension ou sensibilité de gestion, et peut se retrouver quelquefois un peu en difficulté devant des sujets tels que l'adaptation au changement climatique. Et donc, je pense qu'il faut nous interroger sur la façon d'accompagner notre propre management, enfin, sur la façon dont notre management peut être accompagné sur ces sujets-là. Est-ce qu'il faut lui aussi qu'il soit formé? Est-ce qu'il faut qu'il évolue dans ses compétences, etc. Je termine là. Peut-être donc sur ce fond d'illustration de l'évolution de la température moyenne annuelle que j'ai évoqué précédemment, mais ici c'est pour la station météo Tours Val-de-Loire, donc qui est sur la base militaire et civile Tours, là, un petit peu à l'est de la ville. Voilà la progression, vous avez à peu près ça partout en France. Hein. Et je vais utiliser ça pour conclure en faisant simplement une petite pique. Vous avez encore des fois des retours du type non mais nous on s'est toujours adapté. Nos agriculteurs peuvent par moments nous dire non mais nous on s'est toujours adapté, on sait ce que c'est de s'adapter, ce qui n'est pas faux. Et pas qu'à des questions d'environnement physique. Mais vous voyez les trajectoires sur lesquelles on est, hein, sur les 50 dernières années, ouais, c'est ça, 70-2020, et la petite équation du premier degré que vous avez en bas, hein, 0,04, ça vous paraît rien, comme pente, sauf que ça fait 4 degrés par siècle. Je vous remercie. Bravo.